Eh bien, écoutez, on va commencer. Les retardataires arrivent vraiment un petit peu après. De toute façon, c'est une courte introduction. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. Donc, nouveau webinaire pour Dita Molière, l'association Dita Molière, avec un webinaire exceptionnel composé en deux parties. Alors, c'est la première partie aujourd'hui avec David Arnoux. Rapidement, avant de laisser le micro à David, je vais faire une rapide présentation des activités de l'association comme nous le faisons habituellement, juste pour rappel, s'il y a des personnes nouvelles ou pas, ou même pour la postérité, pour l'enregistrement. Dita Molière est une association à but non lucratif créée en 2020 pour la communauté des utilisateurs du Dita, mais de façon aussi plus étendue, dans le domaine de la tech doc, des architectes d'information et tout ce qui s'y relève. Donc, l'idée, c'est effectivement de créer du réseau, de pouvoir faire du partage de ressources, de se rencontrer aussi avec un certain nombre d'événements. Nous avons les webinaires, c'est vrai, mais nous avons également cette journée annuelle de conférences où nous nous rencontrons. Nous avons l'occasion aussi de pouvoir tisser des liens de façon plus approfondie. Donc, comme c'est une association, eh bien, nous avons un bureau composé d'un ensemble de personnes. J'espère que je n'ai oublié personne avec Catel, Marine, John-Louis Dippo, Jean, Jean-Luc, CJ, Asma, moi-même également. Et puis, bah, chaque fois, comme il se doit, un grand merci à nos sponsors. Nous avons un certain nombre de sponsors. Nous sommes une association et nous n'avons pas de subvention, mais nous avons des sponsors, ce qui est extrêmement important. Et sans eux, nous ne pourrions pas engager différentes activités pour Dita Molière, avec notamment Language Wire, l'Université Rennes 2, Amexio Group, Componize, Futopix, Expleo, 4 des concepts également récemment arrivés, avec également aussi l'Université Paris-Cité qui a signé il y a très peu de temps la convention. Nous en sommes ravis. Et je me suis permis de mettre Simpa. Je sais que c'est encore en cours de discussion, de signature, mais sur du coup le principe, je pense que nous allons dans le bon sens. Et donc effectivement, c'est effectivement important. Ces différents sponsors sont des experts dans leur domaine respectif, on les connaît. Plusieurs personnes dans le bureau, notamment aussi, sont eux-mêmes des représentants de ces sponsors. Et en tout cas, un grand merci encore à eux. Alors, pour Dita Molière, les événements à venir, eh bien, en premier, évidemment, c'est la seconde partie de ce webinaire par David. Ce sera le 28 mai, de 13 à 14 heures. Alors, on en discutait il y a un instant. Est-ce que l'horaire 13-14 heures est le plus pertinent ou pas? C'est à discuter, c'est à voir. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Vous pouvez nous poster, nous envoyer un message depuis le site ou nous mettre un petit message dans le chat. C'est toujours le bienvenu. En tout cas, on est tout à fait ouvert à toute proposition pour de nouveaux webinaires, pour des propositions de collaboration. C'est important de le préciser. Nous avons une activité de publication régulière également sur le site d'Ita Molière avec la traduction, avec un ensemble d'articles en collaboration avec l'université Rennes 2. Et puis nous n'allons pas tarder non plus à soumettre l'appel à candidature pour de nouveaux sujets à soumettre pour la prochaine journée de conférence qui se tiendra en janvier, a priori à la mi-janvier. Donc plus d'informations sont à venir sur notre site, sachant que nous sommes en train aussi de travailler sur la refonte du site Internet, d'essayer des choses, des petites mises à jour, voilà, de travailler sur l'identité générale. Alors aujourd'hui, superbe événement, un grand merci à toi David pour ta participation et puis pour d'avoir accepté de tenir ce webinaire avec du coup la première partie de pourquoi, comment Top Solid a basculé vers Dita. Je vais donc couper le partage et je vais te laisser prendre la main. Eh bien, merci Gaspard. Bienvenue à tous. Très heureux de donner mon premier webinaire pour Dita Molière. Bienvenue. Je vais donc partager mon écran. Hop, et je vais. Voilà, c'est une première pour moi. Hop, hop, voilà. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? C'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Ok, parfait. Alors, je vais revenir là. Ok. Hop, ok, parfait. Euh, donc, hop, attendez, moi j'ai un petit problème technique là. Je vais reprendre la main ici. Voilà, ok. Donc, c'est un webinaire effectivement que suite à la participation du mois de janvier lors de l'événement de Dita Molière, donc j'ai été chaleureusement invité à convertir finalement, à refaire
la prestation, on a été pris de court et du coup, j'ai été donc accueilli et on m'a proposé voilà, de refaire le webinaire avec grand plaisir. Donc, il est découpé en deux parties, vous l'avez compris. Ça va durer en gros 45 minutes. Je vais essayer de tenir les temps, hein, et puis il y aura un peu de questions à la fin. Et puis donc effectivement le mois prochain il y aura la deuxième partie. Donc j'espère que voilà ça va vous intéresser. Voilà, donc je vais parler effectivement d'une histoire d'ITA, l'histoire de d'ITA au sein de la société TopSolid. Donc, je vais vous présenter l'agenda de cette première partie de ce jour. Donc, on va évidemment parler un peu de Top Solid. Je vais essayer de vous présenter Top Solid, qui on est un petit peu d'histoire aussi, parce que c'est important de savoir d'où on vient, qui on est, ce qu'on fait. Et puis, j'aborderai donc ensuite pourquoi la question pourquoi Dita, pourquoi on s'est posé cette question, pourquoi on est arrivé à ce choix. Et puis, je développerai la partie système, on va dire. On va commencer à aborder l'aspect humain et technique avec les différents paramètres, les différentes questions qu'on s'est posées, parce que ça, on s'est posé beaucoup de questions autour de ça. Donc je m'arrêterai là pour cette première partie. La deuxième partie, le mois prochain, on ira un peu plus dans les détails de tout le système. On parlera évidemment de il y a forcément des caveats, hein, donc des problèmes, parce que s'il n'y a pas de problème, c'est pas intéressant, hein, forcément. Donc on en parlera, et puis on ira un peu plus loin le mois prochain. On regardera aussi toute la partie automatisation. Parce que ça ouvre beaucoup de portes. Donc notamment autour de bibliothèques d'icônes. Et puis on a engagé également cette année une nouvelle action de DITA pour nos aides en ligne. Donc j'en parlerai le mois prochain. Donc ça c'est vraiment tout chaud. On est en plein dans le sujet. Et puis je conclurai également le mois prochain. Voilà. Alors, si je passe à la slide suivante. Alors déjà, on va définir un petit peu qui est TopSolid finalement. Alors, TopSolid, c'est un éditeur de logiciels français qui maintenant développe une suite de logiciels intégrés pour l'industrie. Donc, on est dans le B2B et on accompagne les industriels pour développer des produits. Donc, on s'adresse à des fabricants, à des bureaux d'études, des bureaux des méthodes, enfin, tous ceux qui conçoivent et fabriquent sont potentiellement intéressés et clients potentiels de TopSolid. Alors, en fait, on parle surtout en termes de mots-clés. Donc là, on va parler, en fait, nous, on est acteurs dans ces domaines-là. Donc, c'est conception assistée par ordinateur, donc CAO, FAO pour fabrication assistée par ordinateur. On parle aussi de Product Data Management, donc tout ce qui est gestion de projet, gestion de données autour de toutes ces conceptions et fabrications. On fait aussi de l'ERP. Donc on a un produit qui s'appelle TopSolid ERP qui s'adresse aussi à nos clients qui font de la gestion de Enterprise Resource Project. Et puis, on fait aussi tout récemment de la virtual reality. Donc, on a intégré une nouvelle brique pour faire de la réalité virtuelle, pour visualiser des projets en trois dimensions, pour faire voilà, des pré-projets. Donc, tous ces mots-clés-là, évidemment, nous, on les développe depuis 40 ans. Et on aide tous nos clients vers ce qu'on appelle l'usine 4.0, c'est-à-dire c'est vraiment vers toute la digitalisation de ces travaux de fabrication, de conception et fabrication. Alors, on a en fait notre particularité, c'est que TopSolid est une plateforme intégrée
unique qui est pensé mais vraiment pour l'industrie. Donc on est un éditeur en français, vous l'avez compris, on est vraiment très indépendant sur le marché et on s'adresse vraiment à des clients et des prospects qui aussi sont très attachés à la souveraineté des données. Ça, c'est surtout c'est très dans l'air du temps en ce moment. Et on est dans un contexte en forte mutation, puisqu'en fait l'informatique, les données on a subi plusieurs vagues de transformation, comme l'Internet, comme le cloud, comme beaucoup d'informations, de systèmes qui ont beaucoup évolué depuis 40 ans. Et on est très impacté par tous ces changements. Alors, qu'est-ce que TopSolid, finalement? C'est une plateforme logicielle qui est complètement intégrée, qui permet de concevoir et fabriquer sur un noyau logiciel unique et souverain. Donc, on est vraiment indépendant. Et on a une chaîne numérique qui permet de la planification jusqu'à la livraison, d'avoir une chaîne complète d'intégration assez novatrice sur le marché. Donc on a une intégration complète de logiciels métiers. Donc on s'adresse à plein de métiers différents, hein, donc ceux qui font de la conception, ceux qui font de l'usinage, ceux qui font de l'électroérosion, du moule, des outils à suivre, enfin plein de métiers très spécifiques. Et l'intérêt important de cette plateforme unique, c'est la compatibilité native des données. On a une chaîne numérique intégrée qui permet de limiter les pertes d'informations entre les différentes étapes de fabrication d'un produit. On a aussi l'intérêt, c'est de pouvoir centraliser et sécuriser l'information. Donc en fait, en gros, on a un système qui centralise toutes les données qu'on appelle un PDM. Et en fait, on arrive à gagner beaucoup de temps et gagner de la productivité, puisqu'en fait, tout est géré sur un seul système unique. Et évidemment, tout ceci mène à une réduction des coûts. On optimise les différentes étapes de conception et de fabrication d'un produit. Et puis, on limite aussi les ruptures de flux, hein, puisqu'en fait, tout est intégré et, et toute l'information circule sur un canal unique. Donc, on a un seul noyau euh, qui permet de travailler de la conception à la fabrication. TopSolid, c'est un logiciel maintenant qui est reconnu depuis plus de 40 ans, hein. On a aujourd'hui en France et dans le monde, on est environ 450 collaborateurs. Donc en France, on est à peu près un petit 300 personnes qui sont établies sur 6 sites. Donc il y a 3 sites principaux en France, hein. Il y a Lyon, Évry et puis Toulouse, avec des centres de développement. Et puis vous avez déjà des agences locales à Nantes, à Nancy et à Grenoble. Donc on a un maillage très pointu, très serré sur la France, qui est notre marché domestique. Mais on a aussi des filiales à l'étranger, notamment en Chine, en Italie, aux États-Unis, au Brésil. Donc on a maintenant beaucoup de... Voilà, on a des points partout sur la planète. Et parmi nos collaborateurs, on a un investissement de 25% en recherche et développement. Donc il y a une communauté de développeurs très importante qui permet de faire évoluer. Il y a un fort investissement dans la R&D pour faire évoluer le produit. Et ça, c'est dans l'ADN de TopSolid. Au départ, TopSolid a été créé par des ingénieurs qui étaient des développeurs. Et cet esprit start-up d'ingénieurs est resté.
au cœur du produit et on est très attaché à l'évolution et à l'investissement dans la recherche et développement. Aujourd'hui, dans le monde, on peut compter environ 120 000 licences installées. Et puis, on a voilà, ce qui représente à peu près 50 000 clients dans le monde. Alors, ça va de la petite PME d'une personne aux grands groupes industriels type Airbus, Safran et la DCN. Donc, on, on a un grand panel de clients différents et on va dire qu'on a 70% de clients de PME, petites et d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Et puis on a effectivement des grands comptes, de grands groupes qui maintenant s'équipent avec notre produit. Je l'ai dit, on est présent sur les 5 continents, on a des filiales un peu partout et on accompagne en gros, nos clients sont des industriels qui sont, on les a classés dans six univers. Donc on a principalement, on s'adresse au marché de la mécanique de précision, donc tout ce qui est horlogerie, tout ce qui est automobile, enfin il y a tout ce qui est aéronautique, etc., tout ce qui est mécanique. L'ingénierie numérique, donc c'est tout ce qui est virtuel, conception, bureau d'études. L'industrie du bois, donc tous les agenceurs, les concepteurs qui tournent autour du bois, les fabricants de portails, les gens qui font des magasins dans le bâtiment, hein, qui font des boutiques tout en bois, qui font voilà, ce genre de produits. On s'adresse aussi au métier de la métallerie, donc tout ce qui est construction mécano-soudée, qui mélange le bois, la tôle, donc des escaliers métalliques, enfin tous ces métiers-là qui sont en plein essor aussi hein, dans le secteur de la métallerie. On s'adresse aussi au métier d'outillage, donc tout ce qui est outils d'injection, les moules, les outils à suivre, les presses, les produits, les outils de découpe, enfin donc tout ce qui est à base d'outillage, toute l'industrie plastique, etc. Et puis on a aussi donc l'univers de tôlerie, donc la tôlerie industrielle, tout ce qui est découpage, emboutissage, pliage, découpe laser, poinçonnage. Donc, tous ces métiers-là sont des univers qui sont très développés pour TopSolid. Et on a vraiment, pour chaque univers, on a des métiers, des modules qui s'adressent à ces différents secteurs. Alors maintenant, je vais faire un focus sur le pôle édition de TopSolid. Donc là, je vous présente donc l'équipe avec qui je travaille tous les jours. Donc on est basé à Nantes, on est une équipe de 4 personnes, donc il y a donc Camille, Morgane, Yaya et moi-même sur la photo. Euh, on est donc principalement nos missions vont être de la production, de la maintenance et du test de documentation de formation. Hein. Donc on a environ 150 supports en français et en anglais qui sont des guides de formation, des didacticiels, des guides de nouveautés. Donc, c'est principalement des documents qui sont dédiés à nos utilisateurs, nos clients. Donc, le pôle édition produit tous ces contenus. Français-anglais, mais aussi, là, on développe de plus en plus l'allemand, progressivement. On fait aussi des traitements de questions, de QCM, de questions à choix multiples. Parce qu'en fait, comme on est en référencé Calliope, donc on a en fait pour chaque document, on développe des QCM, on fait passer des tests qui viennent compléter la formation. Et donc ces contenus-là sont aussi associés aux documents de formation. Donc ça, c'est aussi une des missions du pôle édition de TopSolid. On est basé à Nantes, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, on est dans l'ouest de la France. On a aussi des missions de marketing.
Donc, on travaille étroitement avec le service marketing dont on fait partie et on interagit avec eux, notamment sur la relecture, la traduction de contenu marketing. Donc, on participe à la rédaction d'articles de blog, on fait de la localisation de flyers, de brochures, de livres blancs, enfin tout ce qui tourne autour on va dire, de contenu plutôt marketing. Donc, pas que de la rédaction technique. Et puis, au pôle édition, il y a aussi une activité importante autour des sites Internet. Donc, il y a beaucoup de sites Internet autour de TopSolid, dont le 3W, qui est la vitrine qui s'adresse vraiment, on va dire, aux prospects et aux clients qui présentent le produit. Mais on a aussi d'autres sites comme des sites qui s'adressent à nos clients, hein, comme une bibliothèque en ligne, un store, on a une plateforme d'e-learning. On a un forum, on a un blog, on a une aide en ligne, en ligne. On a un site de fac, enfin, donc toutes ces plateformes sont aussi gérées et maintenues par le pôle édition. Donc on a pas mal de missions. Et enfin, dernière mission, on a aussi comme responsabilité la localisation du produit en lui-même. Donc, qui est un produit lourd, hein, donc c'est un produit qui fonctionne sous Windows, vous l'avez compris, qui s'adresse aux industriels et qui existe en 12 langues. Donc, il faut le maintenir, il faut le localiser. Et donc, il y a toute une activité autour de la localisation du logiciel qui se fait tous les ans. On maintient à jour le produit. Et donc ça, c'est aussi dans nos responsabilités, dans nos compétences. Ça fait partie aussi voilà, de nos activités qui aident le commerce et qui participent au développement du produit. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans l'histoire de la documentation. Alors, attends, je fais un petit point sur l'horaire, parce que j'ai tendance à, voilà, à dépasser un peu. Il est 13h25, c'est bon. Je vais pouvoir continuer. Donc, on va parler maintenant de l'histoire de la documentation pour avoir un background du projet d'ITA. Donc, au départ, on peut dire qu'à la naissance de la documentation, il y avait, on va dire, rien. C'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche. Au tout début, donc il y a une quarantaine d'années, il y a quand même eu un seul document disponible qui s'appelait le manuel de l'utilisateur, hein, que j'ai connu, qui était donc la société s'appelait évidemment à l'époque TopCAD, enfin avant d'être regroupé, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais en gros là vous avez en photo le premier document Top Solid, le document technique qui présentait dire l'ancêtre de Top Solid. Il n'y avait qu'un seul document qui s'appelait le manuel utilisateur, hein, que j'ai connu, sur lequel j'ai appris le logiciel. Et c'était en fait on va dire un guide, c'était plutôt un index ou un guide, un manuel utilisateur où il y avait un dictionnaire de chaque commande. Donc on décrivait chaque commande une par une. Ça n'existait qu'en français. Et le rédacteur était donc le développeur. Donc le développeur développait sa commande et puis il rédigeait l'utilisation de sa commande et ensuite il publiait sa partie dans le document. Il y avait évidemment qu'une seule langue, parce qu'on a développé, c'était un logiciel français, donc c'était écrit en français uniquement, et il n'y avait pas d'autres langues disponibles. Et puis, alors petite anecdote, c'est que en fait, ce document, c'était un espèce de classeur qu'on envoyait à nos clients, que j'ai connu. Et chaque année, on envoyait des feuilles supplémentaires de mise à jour. Donc c'était une espèce l'ancêtre des mises à jour, un petit classeur. On ajoutait les feuillets pour compléter cette documentation au fur et à mesure des versions. Voilà. Donc c'était vraiment l'ancêtre des mises à jour de la documentation de TopSolid. Alors,
faut noter quand même que déjà au départ, la structure de cette documentation, elle avait été écrite avec FrameMaker, donc c'était quand même un choix intéressant des ingénieurs qui écrivaient la documentation. Et puis, alors même si c'était pas structuré dans l'esprit d'ITA, on avait quand même une idée de modularité, de structure qui permettait d'envoyer des mises à jour. Enfin, il y avait derrière ça, il y avait l'intention d'industrialiser la documentation. Donc ça, c'était intéressant. Voilà. Alors, puis ensuite, on va dire, la documentation a grandi. Et elle a fait beaucoup euh, de petits, on va dire, comme ça s'est développé de manière incontrôlée, un peu comme à l'étape d'une création, quand on crée quelque chose, c'est un peu le chaos de la création. Et on a quelque chose qui partait dans tous les sens. Et on avait effectivement comme le produit se diffusait partout chez nos clients, dans toutes les régions de France, etc., que les formateurs commençaient à avoir des besoins de former leurs clients, bah, chaque formateur finalement créait son propre support de formation. Moi, j'ai connu ça, j'avais écrit mon propre support de cours à l'époque, sous Word, hein, évidemment, dans les années 90. On s'est retrouvé finalement à une période de foisonnement qui était effectivement à contrôler, où chaque formateur avait son propre support de formation. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait une grande liberté évidemment sur la rédaction du contenu, on n'avait rien qui existait. Chacun écrivait dans son coin ce qui lui semblait le mieux pour transmettre l'information à ses clients. On avait en gros un support par formateur. Voilà, donc moi j'avais le mien, mes collègues formateurs avaient écrit les leurs, et puis de temps en temps on comparait des choses, mais on avait des grandes disparités entre les différents contenus. Donc il n'y avait pas du tout d'organisation, d'idée de factoriser tout ça. Donc là, par exemple, un support de cours de l'époque, c'était par exemple une géométrie, donc un plan tout simplement d'une pièce dessinée avec ses cotes. Et puis ça nous servait de support de cours. Donc on arrivait chez le client avec le dessin et il fallait concevoir la pièce en 3 dimensions ou reproduire le schéma, reproduire le plan sur TopSolid voilà, c'était un exercice finalement, un TD tout simple. Et ça se limitait à ça, hein. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Alors, il y avait aussi peut-être voilà, des petits exercices pour faire. Ça, c'est une image de l'époque d'Ariane, où on a vendu notre premier Top Solid chez Ariane à Ivry. On avait fait des petites démos, etc. Donc, bon, il y avait des petits exercices comme ça d'images de synthèse. Et finalement, cette époque de l'enfance féconde, on avait évidemment tout ça, on était très libre, mais en même temps, ça créait des dissonances entre formateurs, parce qu'on pouvait savoir quel client était formé par qui en fonction du formateur. Donc, on n'avait pas une vision globale. Il n'y avait pas de factorisation il n'y avait pas de programme de formation finalement. Et puis, on s'est rendu compte aussi que cette dissonance nous menait à des pertes et des distorsions sur la transmission de l'information. Effectivement, il y a des collègues qui transmettaient certaines informations, puis d'autres qu'en oubliaient. Enfin, il n'y avait pas une unité ou une homogénéité sur la transmission. Et on se retrouvait parfois avec des clients en fonction du formateur qui avaient plus ou moins compris des choses, ou en fonction des secteurs aussi, on avait des choses différentes. Et donc ça menait à des situations un peu complexes, parfois parce qu'il fallait quasiment, quand on formait un client, finalement on devenait quasiment la personne avec qui on pouvait dialoguer au niveau du support après-vente, puisqu'on savait exactement comment on l'avait formé, et donc l'interchangeabilité entre les clients, c'était un peu compliqué.
Et puis, il y avait une hétérogénéité aussi au niveau de la qualité et de la méthodologie, hein, clairement. On est tous des êtres humains différents, avec des visions différentes. Et du coup, bah, on avait voilà, des façons de travailler qui étaient différentes. Et c'est totalement humain et normal, hein. Et donc, du coup, il y a eu en parallèle de cette période un développement à l'international qui s'est fortement développé. Donc Top Solid est sorti des frontières françaises et il a fallu bah, produire des contenus en anglais. Parce que là, on était vraiment uniquement dans le monde, enfin, c'était franco-français de l'époque. Et il a fallu bah, s'adapter à ce nouveau marché qui devenait, voilà, l'anglais s'est imposé comme une langue incontournable. Donc il a fallu, ça nous a vraiment remis en question complètement la façon de former nos clients et la façon de rédiger nos contenus. Et puis en parallèle de ça, les nouvelles technologies, effectivement, ont beaucoup évolué. On a eu, entre-temps, bah, c'était l'émergence des premiers systèmes structurés, des premiers systèmes un peu plus avancés que de la bureautique, hein. Il y avait notamment Quark Express, etc. Enfin, un peu de PAO. Enfin, tout ça, c'était en mouvement, ce qui fait que ça a remis en cause ce modèle de développement de contenu. Et donc, ceci nous a amené ensuite dans une période que j'avais qualifierais d'adolescence, hein, si je reprends l'esprit, l'idée voilà, de reprendre les étapes de développement classiques. On a donc à l'époque vécu une première organisation de la production des contenus. Donc c'est à l'époque on a créé le premier dont je fais partie encore aujourd'hui, c'est-à-dire le pôle édition, qui a été créé au début des années 2000 pour essayer d'organiser la production des contenus et puis développer autour du produit des outils, des contenus. Alors, c'était pas forcément que de la documentation, ça allait de la documentation au site internet, en passant par d'autres types de contenus. Et est venue donc cette première organisation pour organiser la production et proposer des contenus uniformes, standards, qui pouvaient être diffusés auprès de nos clients et de manière homogène. Voilà. Donc là, il y a eu, comme je disais, une organisation avec une régulation. On a factorisé la production des contenus. Alors, évidemment, on n'a pas oublié qu'on était français, donc on produit toujours nos contenus en français, puisqu'on est plus productif en français. Et donc l'international toujours en vue, évidemment, hein. Donc on faisait du français-anglais et puis on pilotait tous ces contenus-là pour développer l'international. Alors là, il y avait une première version de l'époque en 2005. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu forcément. Là, c'était donc une première version d'un guide de découverte de Top Solid. Qui a été développé en 5 langues. Donc c'était pas du tout de la rédaction structurée, hein. Je crois que c'était fait avec Quark Express à l'époque. Donc c'était pas quand même c'était de la PAO multilingue, mais c'était quand même déjà un peu plus avancé que de la bureautique. Et puis donc est arrivé le doublage effectif, c'est-à-dire qu'au départ j'étais tout seul, hein, pour faire tous ces contenus. Et puis en 2012, je crois de mémoire. Et on a doublé l'effectif de l'équipe. On a fait un recrutement parce enfin, ça devenait stratégique et puis il y avait beaucoup trop de travail pour une personne. Et on a développé significativement le nombre d'items, hein. Il y avait beaucoup de sujets à développer il y a eu commencé à avoir les guides de formation, des manuels de beauté. Enfin, là, c'était vraiment le début de l'activité. À deux, évidemment, on faisait beaucoup plus voilà, qu'une simple personne, mais ça a été vraiment la période adolescente de la documentation Top Solid.
Et puis évidemment, comme toute période adolescente, il y a une crise, la crise de l'adolescence avec la crise de croissance. Et donc on a vite atteint les limites du modèle classique, parce qu'on s'est rendu compte bien vite que il fallait harmoniser, rationaliser, factoriser. On a atteint rapidement les limites de ce système. Alors, les premières limites, c'était la capacité de production, hein. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de documents à produire, à localiser, à maintenir, et on a rapidement atteint les limites. Ça devenait de plus en plus complexe, parce que TopSolid évoluait, c'est un logiciel, donc c'était en pleine période de croissance, de développement, de version, et comment dire, les interfaces, les icônes, enfin toute la partie capture d'écran, méthodologie, process évoluait. Et donc à maintenir la documentation sur un système qui est très euh, instable, ou voilà, c'était assez compliqué à maintenir, surtout dans du multilingue. Voilà, donc là, on avait des problèmes de maintenance, hein, on savait plus facilement comment maintenir tous ces contenus. Ça devenait compliqué. La traduction également, c'est qu'on on faisait tout à la main par écrasement, donc on n'avait pas de mémoire de traduction. Tout se faisait à la main, ou quasiment à la main. Donc, il n'y avait pas d'optimisation, pas de mémoire, pas de glossaire, enfin, tout était vraiment manuel. Donc, on a atteint rapidement les limites. Et puis, on avait un problème aussi de cohérence. On se retrouvait avec des contenus, des façons de travailler, des présentations qui étaient différentes d'un auteur à l'autre. Enfin, donc ça devenait compliqué à produire du contenu de qualité. Et enfin, la fiabilité devenait de plus en plus difficile euh, à assurer. On avait vraiment, dans certains cas, je me souviens, il y a eu vraiment des problèmes de qualité. On avait cassé des documents. Enfin, enfin, on avait atteint rapidement les limites du modèle classique qu'on avait mis en place. Et donc, on est arrivé à à un niveau de risque qui était très fort du blocage de la production. Et donc, il fallait agir. Notre modèle finalement avait atteint sa limite de capacité, enfin sa capacité de production, et il fallait vraiment réfléchir à, euh, à un nouveau modèle qui nous permettrait d'aller plus loin et puis de garantir une pérennité et une qualité en respectant les délais. Euh, et on s'est retrouvé face à un vrai problème à résoudre. Et donc, en 2015, on a tenté un premier passage. Alors évidemment, à l'époque, la rédaction restructurée vers 2012-2013 commençait à pointer le bout de son nez, notamment avec FrameMaker. Et on avait fait une première tentative de migrer nos contenus vers de la rédaction structurée. Et ça a été un échec, clairement. On n'a pas réussi parce que je pense que dans nos esprits, on n'était pas prêts, on n'était pas forcément bien formés, et puis c'était peut-être tout simplement trop tôt pour nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore mûri suffisamment notre projet, et il a fallu du temps. Peut-être ce premier échec nous a permis aussi d'avancer dans nos réflexions, et nous a mené finalement sur c'était peut-être une étape nécessaire pour mûrir euh, notre projet de 2015. Donc en fait, en 2015, on a fait une première étape, et ça s'est soldé par un échec. On n'a pas réussi à mener à la fois la production et la réforme de nos contenus. Donc voilà, il a fallu attendre encore un peu de temps.
pour réfléchir. Et donc, pendant quelques années, on est resté avec nos modèles, avec nos limites, et on a géré comme ça, on va dire, pendant quelques années dans le système actuel. Alors enfin, bah, Dita, c'était, comme je disais, effectivement, Dita est arrivé avec un niveau de maturité qui peut-être nous a fait basculer vers l'âge adulte, on va dire, peut-être. Bon, j'ose espérer, mais c'est peut-être effectivement ce point de bascule qui nous a permis de prendre du recul, en tout cas, et puis de peut-être nous poser les bonnes questions. Peut-être on s'était trompé de questions finalement. Alors, pourquoi on est venu à Dita? Donc ça, c'est une question très importante. On s'est beaucoup posé de questions. Et je vais tenter d'y répondre par ça. Donc, en fait, ce choix de Dita, il s'est imposé à nous. Quand on a vu en fait ce que c'était, ça a tout de suite matché. Alors, les raisons. Donc déjà, le premier point qui était important pour nous, c'était que on avait besoin d'être structuré. On avait besoin d'organisation et d'une structure qui nous permettait de nous développer et de grandir, mais que ce soit adapté aussi à nos contenus techniques. Donc nous, on est très technique, très pointu, c'est du logiciel, c'est de l'industrie, et il nous fallait vraiment un modèle structurant et aussi adapté à nos contenus. Donc ça, c'était déjà une première raison qui nous a conduit à ce choix-là. Deuxième choix, c'était l'indépendance. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, toutes nos documentations, enfin par le passé, étaient sous Word, hein, sous format DocX, hein, ou Doc. Et avec Gita, finalement, on pouvait devenir indépendant. C'était du code voilà, qui était agnostique. Et on pouvait on n'était plus dépendant d'un éditeur ou d'une techno, enfin oui, d'un produit, d'un éditeur. Enfin, la granularité, très important, la granularité. On n'avait pas cette capacité sous Word. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on fait du Word et qu'on tentait de faire des documentations avec. Il y avait un mode maître, enfin, il y avait une espèce de... On pouvait développer une hiérarchie de documents dans un fichier Word avec des modes maîtres, etc., qui laissait penser qu'on pouvait faire de la granularité avec Word et découper son document en plusieurs fichiers sous Word. Ça nous a beaucoup manqué. Et cette granularité nous a vraiment aidés et convaincus de pouvoir assembler par petits morceaux nos documents. Donc ça, c'était aussi un point très important pour nous. La réutilisation, c'est un point extrêmement important. C'est un argument clé pour nous, pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est un des atouts majeurs de la technologie. C'est vraiment pouvoir réutiliser le même contenu à plusieurs endroits. Et puis, bon, je parle pas du conditionnel avec les ditabales, etc., mais on peut réutiliser facilement les contenus. Ça, c'est un atout aussi très important. Pouvoir séparer le fond et la forme. Longtemps, on a subi ce mélange entre le fond et la forme. On se retrouvait avec des problèmes de mise en page, on mélangeait les sujets, le fait de séparer ces deux parties, ces deux aspects, enfin, fait partie de la puissance d'ITA. C'est que la capacité de transformer le même contenu dans d'autres formes, et c'est vraiment un atout essentiel aussi pour nous, hein, pouvoir faire une doc en PDF ou une aide en ligne en HTML5 ou un format Markdown, par exemple. Bon, c'est juste des exemples, mais il y a plein d'autres formats possibles. Ça, c'est vraiment une puissance très, très importante pour nous. La localisation, on néglige souvent ça, mais c'est un des leviers très, très importants de Dita.
pouvoir localiser avec des mémoires de traduction, pouvoir ne faire localisation incrémentale, ne traduire que ce qui a été modifié grâce à des mémoires, etc. Tout le format XML derrière Dita permet d'optimiser tous ces flux, ces traitements qui font gagner énormément de temps et de productivité. Donc, donc ça, c'est aussi un atout très important qui nous a convaincus. Et puis aussi, la technologie elle permet aujourd'hui d'automatiser beaucoup de choses. Donc ça qu'on n'avait pas, hein. Donc typiquement, on peut lancer des process, on peut automatiser un certain nombre de tâches, on peut enfin on peut mettre des contrôles en place. Enfin, il y a toute une puissance derrière qu'on n'a encore pas vraiment exploitée. On démarre, mais derrière ça, il y a une vraie puissance qui permet d'optimiser et de produire des contenus tout en gardant une bonne qualité. Alors évidemment, tout ça, ça demande du travail, etc., d'un investissement. Mais derrière, vous avez une perspective de développement, d'automatisation qui est très intéressante. Et donc, Dita, c'est aussi, pour résumer, un changement de paradigme, mais en même temps, c'est aussi un véritable défi, parce que pour nous, ça a été, il y avait une marque technologique très, très importante, et il y avait, enfin, on sortait de notre zone de confort. C'était un vrai défi humain. Il fallait remettre en cause tout ce qu'on avait appris depuis le début. La technique changeait complètement. On n'était plus du tout dans les environnements Word, etc. Et je dirais même politique, parce qu'en fait, Dita entraîne des décisions importantes au niveau de l'organisation des entreprises, au niveau de l'investissement, de l'investissement dans les ressources humaines, dans le technique. Et ça, c'est transversal aussi au sein de l'entreprise. Ça peut concerner différents parties de l'entreprise, tous ceux qui font de la documentation finalement. Donc c'est vraiment un changement de paradigme important. Je suis dans les temps là, ça va aller. Bon, je me dépêche. Pour 10 minutes. Pas de stress, on Euh, est tout bon. ça va, ok, pas de souci. Donc là, je voulais juste faire un petit focus sur la structure, le cycle, pardon, d'industrialisation de la documentation de formation. Donc, comment ça fonctionne en gros le développement d'une documentation chez TopSolid. Alors là, je fais un petit focus sur la partie documentation de formation, hein. Je crois que j'ai une petite photo là, voilà. Donc, on a en gros la première étape, c'est une réunion de concertation, hein. Donc, vous avez, oh, pardon, hop, je reviens là. Je vais avoir le pointeur là, voilà. Donc, chaque année, on a une réunion où se réunissent les différents chefs produits, les différents auteurs qui sont des formateurs qui enseignent TopSolid pour nos clients. Et en gros, on définit le plan de l'année, on fait la liste de tous les documents à traiter, et puis on affecte à chaque document un auteur, qui est en fait un formateur, hein, qui a la connaissance, qui a l'expertise du sujet, et on lui demande de mettre à jour le document ou d'intégrer telle ou telle chose, parce que le produit a évolué, etc. Donc en gros, on fait le plan de l'année lors de cette réunion. Et chaque formateur, donc il y a environ une trentaine de formateurs chez TopSolid. Alors, ils ne sont pas tous concernés par la documentation de formation, mais on va dire qu'il y a un gros 2 tiers qui sont auteurs des documentations. Donc, lors de cette réunion, on leur affecte un ou plusieurs documents, et puis on leur laisse un temps, ils ont entre 10 et 15 jours par an pour mettre à jour la documentation qui leur est affectée. Donc là, c'est l'étape de rédaction mise à jour. Donc, ils ajoutent des contenus, etc. Donc, tout ça, c'est fait au cours de l'année. En général, ça se fait au moment de l'été, quand la période commerciale est creuse et qu'ils n'ont pas de clients où l'activité commerciale est propice au développement de documentation.
Et donc, ils mettent à jour leurs documents, et puis ils intègrent les dernières nouveautés du produit, ils changent les méthodologies, bref, ils intègrent les nouvelles choses pour que le guide de formation, le contenu soit à jour, finalement. Ok. Ensuite, la troisième étape, c'est donc là où l'édition va apporter sa brique, c'est-à-dire on va récupérer ce travail brut, entre guillemets, de formateur, d'auteur, ils ne sont pas rédacteurs techniques, hein. Ce sont des ingénieurs ou techniciens qui maîtrisent le savoir-faire sur le logiciel et sur le métier. Et donc, nous, on récupère ce travail. Et puis on va le corriger, l'affiner, enfin on va voilà, le rendre, on va l'industrialiser pour qu'il soit intégré, propre, relu, pour pouvoir le publier. Donc on fait ce travail à édition. Et puis ensuite, la quatrième étape, c'est la localisation. Donc là, on travaille en français, hein. Là, on est une société française, hein. Les rédacteurs sont français. On en fait en général au moins une version anglaise, une fois que la version française est validée. Et puis, une fois que ces langues sont livrées, on fait une étape d'impression, publication. Donc, alors, ça peut être en fonction des besoins, ça peut être soit de l'HTML5, soit du PDF, peu importe le support, mais en gros, on publie l'information, on l'imprime si nécessaire. On est encore dans un modèle où on imprime les documents, on n'a pas encore dématérialisé tous nos supports, hein, mais on y travaille, mais encore là dans les esprits, voilà, on imprime encore des documents. Aujourd'hui, nos clients sont très attachés à nos supports papier, mais voilà, c'est encore le cas, mais on n'imprime pas tout. Voilà. Et donc, on publie, on imprime, et puis le cycle redémarre chaque année dans ce cycle annuel. Donc, on a environ 150 documents à mettre à jour chaque année. Voilà. Rien que pour la documentation de formation. Donc, c'est assez conséquent. Donc, ce qui nous mène en fait à une problématique si on pose le problème via une équation relativiste, on va dire, si on prend l'aspect technique. Donc on va avoir donc l'inflation de la volumétrie. On a environ 50 documents. C'est un gros volume, hein. On a des documents qui peuvent faire 300 pages, voire 350 pages. Donc il y a beaucoup de visuels, mais il y a quand même beaucoup de textes, hein. On a des textes et des images, on a beaucoup de visuels, on a beaucoup d'icônes, hein. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure, mais on a vraiment des éléments très spécifiques, très pointus au niveau technique. Notre contrainte technique, c'est qu'aussi on imprime, donc on a une mise en page optimisée. To Word, on passait des heures et des heures à gagner les pages pour gagner du papier et donc des frais d'impression. Et donc là, on avait voilà, cette dimension-là avec Dita, c'était quand même un point clé aussi pour nous de pouvoir optimiser pour limiter le nombre de pages de nos contenus. Au niveau humain, la problématique, c'est qu'avant Dita, on n'était pas du tout, on avait une petite équipe ou avec pas ou peu d'expérience de rédaction structurée. Donc ça, c'était quand même un point, voilà, on n'avait pas la connaissance pour optimiser ces contenus-là et produire du contenu structuré. Le deuxième point humain, c'est qu'on travaille avec des auteurs techniques, donc comme je vous disais, des formateurs qui travaillent en mode Word saisonnier. Donc ils avaient vraiment 10 jours par an et ils connaissaient que. Donc c'est vraiment une acquisition ponctuelle. Et puis, la problématique, c'est aussi pour passer de Word à Dita, fallait assurer la production, c'est-à-dire tout en assurant la production, il fallait assurer le changement. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ces étapes de transition.
Et au niveau politique, au niveau de la direction de l'entreprise, et ben, il a fallu convaincre, parce que c'est un projet finalement d'un nouveau système d'information d'entreprise. Je ne vous cache pas que c'est un budget conséquent, hein, c'est un investissement important. Hein, donc c'est bon, avant de dire combien ça coûte, il faut aussi savoir dire combien ça peut rapporter. Hein. Mais ça, faut le défendre. Il faut monter un projet et puis faut convaincre les esprits que c'est important. Donc là, c'est plus une dimension politique. Et puis, comme je disais, voilà, il faut convaincre parce que c'est un investissement à long terme. Et malheureusement, dans les entreprises aujourd'hui, bah, c'est plutôt des combats court-termistes où il faut que ça rapporte vite et la vision long terme est pas forcément inscrit dans les esprits de tous les dirigeants. Donc c'est aussi important voilà, voilà, l'aspect politique est une dimension importante du projet. Et puis la problématique aussi, c'est un plan de migration qu'il faut construire à plusieurs. Parce que ça impacte en fait plein de services. Hein. Donc, ça n'impactait pas que l'édition chez TopSolid, ça impactait aussi bah, les gens qui font de la documentation technique dans les aides en ligne. Il y a aussi d'autres gens qui font de la doc. Enfin, ça dépassait finalement le côté local. Hein. C'était vraiment, c'est plus global que local. Donc, il fallait discuter du plan de migration avec différentes personnes. Donc, il fallait faire parler des gens entre eux et convaincre plusieurs personnes. Ça a été vraiment un chemin assez long. Voilà. Alors, pour la migration, juste pour vous donner un petit détail du temps que ça a pris, donc on a commencé une formation d'ITA en 2023, donc on a commencé par se former. Ensuite, il y a eu un POC au cours de l'année. Et puis, on a vraiment démarré le système en 2023 avec un petit lot de 10% de documents. Hein. Donc, on a vraiment, voilà, la première année, on va dire on a vraiment initialisé les choses, changé les esprits, on commençait à introduire la technologie, tout ça, convaincre, voir les budgets, etc. Et puis la deuxième année, on a réussi à traiter 35% des contenus. Euh, et finalement, en 2025, on a réalisé la dernière moitié, grosso modo, parce que là, on a monté en charge progressivement. On a mis en gros 3 ans. Hein. Bon, là, on a fini finalement les derniers documents là, au mois de mars 2026. Hein. Mais on a mis voilà, à peu près 3 ans. Voilà. Alors, si je fais un bilan sur l'aspect technique, que je vois qu'il est déjà 14 heures, euh, au niveau de l'automatisation des migrations avec un outil spécialisé, donc on s'est posé la question si on allait utiliser un outil pour migrer de Word vers Dita avec un moteur automatique, type stylo, ou enfin d'éditeurs qui proposent ce type de service. Et finalement, on s'est rendu compte que le rapport bénéfice-risque était défavorable. On s'est retrouvé finalement avec l'investissement que ça représentait était trop cher, trop important, le risque était trop fort. Et donc on a finalement décidé de convertir au fil de l'eau, à la main, chaque document. Déjà, ça nous permettait d'apprendre Dita et puis de sécuriser les flux de migration. Voilà. On avait fait plusieurs recherches, plusieurs tests, etc. Je vous avoue qu'en plus, c'était assez cher. Donc, on n'avait pas les moyens au début d'investir dans ces migrations automatiques. Et donc, finalement, à la main, au début, ben, on n'est pas très productif. Et puis, au fur et à mesure, ben, on devient de plus en plus productif et on s'est fait aider aussi progressivement. Voilà. Au niveau technique, ce qu'on a traversé aussi, c'est on a été trop loin dans l'utilisation des reuse. Alors les reuse, c'est en fait, vous l'avez compris, c'est la réutilisation des contenus, hein, des briques qu'on peut réutiliser, les bibliothèques, etc. Et on est allé beaucoup trop loin dans la factorisation des éléments.
Et ça devenait ingérable en fait. On est vraiment, c'était trop complexe. Et donc on est revenu en arrière et on a simplifié, on a remis juste au niveau minimum de factorisation. On a trouvé un curseur, un endroit, une position du curseur qui était correcte pour que ce soit à la fois intéressant et pas trop lourd à gérer. Voilà. Là, on a vraiment été trop loin dans la surutilisation au niveau du bilan. On avait une complexité sur la mise en page imposée par la contrainte d'impression. Alors ça, je ne vous cache pas que être obligé d'imprimer des documents impose des contraintes fortes, notamment sur le nombre de pages, qui est en fait un sujet, hein, sur les coûts, clairement. Puis sur la présentation, ça a été complexe à mettre en place parce que Dita, lui, c'est pas un outil desktop publishing, hein, c'est un système qui transforme l'information. Et ça, c'est un choc culturel pour nous de ne pas avoir la main sur la mise en page comme on avait sous Word, hein, dans le WYSIWYG. Et donc, il a fallu la composer pour qu'on puisse avoir une mise en page correcte avec un nombre de pages optimisé pour imprimer à des coûts raisonnables. Et donc, on a été obligé, entre guillemets, de faire un framework avancé qui permettait de faire de la CSS et de l'HTML pour produire un PDF optimisé pour pouvoir maîtriser le nombre de pages. Et enfin, on avait aussi un problème au niveau des changements de l'interface graphique. TopSolid, c'est un logiciel donc il change tout le temps. Et on s'est retrouvé à des difficultés, à un vrai challenge de mettre à jour des contenus, notamment tous les contenus qui sont liés à l'interface. Donc les icônes, les boîtes de dialogue, etc., qui évoluent. Quand un développeur fait un petit changement dans le logiciel, bah, il faut que la documentation soit à jour. Donc tout ça, on s'est rendu compte rapidement qu'on n'était pas synchrone avec le logiciel. Donc il a fallu mettre en place et réfléchir à développer des bibliothèques dynamiques par métier. Donc, en fait, c'est des bibliothèques d'icônes notamment, hein, qui sont, il y a environ, j'en parlerai dans la deuxième partie de ce webinaire, où on a TopSolid qui a plus de 15 000 icônes qui évoluent et nos documentations sont remplies d'icônes et il a fallu voilà, gérer ces évolutions avec des bibliothèques dynamiques. Au niveau humain, le bilan, bah, c'était aussi important. Alors, le changement, très important, l'humain n'aime pas le changement. Ou c'est une difficulté, on va dire. Donc, il faut l'accompagner, il faut convaincre, il faut l'aider à avancer. Donc, ça, c'est très, très important dans la réussite d'une migration d'ITA. On va dire, c'est le premier point clé, c'est vraiment accompagner le changement au niveau humain. Ça, donc évidemment, il a fallu augmenter le nombre de personnes. Donc ça, c'était un vrai sujet, hein, parce que il fallait quand même des moyens humains pour réussir. Il faut aussi accompagner les auteurs. Donc, pour rappel, nos auteurs, c'est des techniciens qui travaillent sous Word de manière occasionnelle. Donc, il a fallu les convertir, les accompagner. Au début, on a fait du volontariat, puis après, progressivement, on y est allé progressivement, voilà, doucement. On a aussi, on va dire, converti, on va dire comme ça, des auteurs qui étaient des pro-ambassadeurs d'ITA, qui étaient vraiment convaincus. On a eu des résistants, hein, anti-DITA, mais on a eu aussi, heureusement, des pros d'ITA. Et grâce à ces ambassadeurs, on a fait ce que j'appelle la soft power, c'est-à-dire que ces gens-là, on leur a confié des missions réelles de prêcher la bonne parole au sein des autres auteurs qui étaient un peu plus réticents ou qui n'étaient pas convaincus. Et ça nous a beaucoup aidé pour
convaincre finalement que c'était aussi important pour faire avancer le projet. On a aussi rédigé beaucoup de guides de style, des outils de formation. Donc là, on les a accompagnés, on a développé un guide de l'auteur Dita. On a aussi des outils de formation. Donc mon équipe a bossé là-dessus. Ils ont beaucoup accueilli ces nouveaux auteurs, on les a formés. Enfin, l'accompagnement était vraiment très important pour la réussite du projet. Évidemment, il y avait une hotline, c'est-à-dire que les auteurs, quand ils travaillaient sur Dita, il fallait quand même assurer l'après-vente. Hein, donc, il fallait quand même ne pas les laisser tomber. Donc ça, c'était aussi important. Et puis, que ce soit aussi dans nos process, comme on partait d'une page blanche, il fallait quand même que ça soit simple et clair pour eux. Il ne fallait pas qu'ils se dispersent, il fallait qu'ils se concentrent sur les contenus et pas sur la forme, hein, vraiment sur le fond. Et donc, on a toujours été focus sur la simplicité du message, que ce soit simple et clair pour qu'ils puissent ne pas perdre de temps. Et puis, sécuriser les flux également, parce qu'avec Dita, on peut organiser les contributions de manière sécurisée. Donc, typiquement, chaque auteur avait son espace. Il ne pouvait pas modifier le contenu de son voisin. Et voilà, ça, c'était aussi important de sécuriser l'information. Donc voilà, donc ça, c'est tout ce qui est partie changement. Et puis, de manière générale, il fallait aussi être présent, écouter toutes les équipes, et puis convaincre au jour le jour que c'était dans l'intérêt de tous de progresser et d'avancer dans cette direction. Et puis, le reporting régulier est aussi très important, notamment pour la direction qui investissait beaucoup. Hein. Je ne vous cache pas que l'investissement humain est lourd, mais d'un point de vue budgétaire, c'est un investissement important. Donc il fallait aussi montrer qu'il y avait des résultats intermédiaires, que ça progressait, que ce n'était pas un puits sans fond, et que on allait vers des résultats progressifs. Voilà, ça c'était important. Et puis démontrer la pertinence du projet au quotidien. Donc il fallait convaincre parce que bon, c'est vrai que comme en développement, c'est le principe de l'iceberg. Hein, c'est-à-dire qu'on ne voit que 10% de la partie émergée. Puis donc on se pose plein de questions, on dit mais ça avance pas, etc. Mais on ne voit pas tout ce qui est sous l'eau, quoi. Aussi montrer que ça avance. Voilà, donc ça a été le bilan humain de cette première expérience. Et j'ai terminé. Je suis peut-être un peu en retard, je suis à 14h10, mais j'ai fini voilà, ma première partie. Donc merci pour votre attention. Et puis maintenant, je suis prêt. Je vais tenter, si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Également, j'en étais quelques-unes, mais je laisse la priorité à l'auditoire. Et puis également, vous pouvez aussi prendre le temps de réfléchir et de poser des questions pour la seconde session. C'est aussi une possibilité. Bien sûr. J'ai un petit John, commentaire ou question peut-être. Oui. Excusez-moi, Héloïse. Oui, c'était très intéressant, David. Juste à un moment, vous avez parlé du fait que vous avez réalisé que le surpartage des informations n'était pas forcément toujours la meilleure approche. Et excusez-moi si j'ai raté une partie, mais est-ce que vous avez décidé des fois d'utiliser les profils dans vos documents pour partager des choses qui ne sont pas exactement identiques? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. De Quand vous avez partager des... les topics, si vous avez les topics que vous voulez Ah oui. partager entre plusieurs guides, mais finalement il y a des légères différences d'un guide à l'autre, est-ce que vous avez juste fait la solution brute de dire non, à ce moment-là, on aura des topics différents, ou est-ce que vous avez utilisé par exemple des profils pour différencier les différents guides, les contenus avec un topic partagé? Oui, alors en fait, des parties communes entre les guides de forme, par exemple,
entre guides de formation, par exemple, sont très, très faibles, à part les icônes, les éléments du logiciel. On a peut-être la page de garde ou des données, on va dire, juridiques qui sont Ouais. partagées entre les documents. Donc, on a des reuse qui sont exploités, on va dire, sur quelques pages entre documents, mais on a très peu de réutilisation, finalement, à part les icônes et Ah, ok. les éléments d'interface. Ok. Alors, il y en a beaucoup, hein, beaucoup d'éléments d'interface sont utilisés dans des bibliothèques dont je parlerai le mois prochain. Très bien. Mais finalement, puis on n'a pas de, comment dire, de Ditaval non plus, enfin de version Ah, ok. Très bien. intermédiaire. Enfin, on a Très qu'une bien. version de document finalement. Donc, Ok. mais cela dit, la réutilisation s'applique beaucoup sur les icônes, principalement. Ah, ok. Très bien. Merci. Avec plaisir. Du coup, je voulais poser une question par rapport à Vous avez parlé d'une première tentative de passer en structuré qui avait échoué, et je me demandais quelle était la solution technique qui avait été explorée à ce moment-là. Alors, alors en 2015, on avait tenté de passer en FrameMaker D'accord. avec Dita FrameMaker. Alors c'était une première expérience. Enfin, je pense que le produit n'était pas encore très abouti ou très mature. Mais ça vient pas du produit. Je pense que ça venait pas puisqu'à l'époque Dita était déjà, je pense, relativement avancé. C'était plutôt dans nos esprits. On n'était pas prêts. En fait, on n'avait pas encore intégré le logiciel Dita dans nos têtes, si je puis dire. Voilà. Et puis on n'avait pas cherché d'autres éditeurs. Enfin, c'était pas vraiment le bon moment pour nous, quoi. Voilà. Ok. Ok. Merci. Avec plaisir. Pas d'autres questions pour l'instant? Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, je tiens à te remercier chaleureusement, David, pour cette première partie. C'était une super mise en bouche. J'ai hâte d'assister à la seconde partie. On se retrouve Merci. dans moins d'un mois, dans tous les cas. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des idées, des questions entre-temps, notez-les et ce sera pour la prochaine session.